Like they hear me, but they really not listening. The secret to happiness, no memory, right Really? there. I have to believe that I'm here for a reason. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je sais vous attendiez depuis longtemps, mais je préfère attendre que le raz-de-marée soit passé, et aussi parce que certains d'entre vous sont venus me parler en MP sur Instagram en me disant: Julie, est-ce que tu peux attendre un petit peu, j'aimerais bien avoir le temps de lire le livre avant que t'en fasses une vidéo pour la regarder. Oui, c'était mieux en effet d'attendre que tout ça passe un petit peu, aussi pour voir les répercussions du livre de Britney. Mais dans la foulée, ça m'a quand même donné envie de lire le livre de sa mère, qui est sorti il y a quelques années et qui s'appelle Through the Storm. Je me le suis procuré pour pas grand chose sur eBay. En revanche, je voulais aussi me faire le livre de sa sœur, mais il est trop cher. J'ai pas envie de mettre le prix dans son livre. Donc on va se contenter des deux, parce que je voulais comparer les deux versions, voir ce que ça donnait. Alors c'est très intéressant d'avoir aussi le point de vue de sa mère, même si je sais que beaucoup, Britney la première, disent que c'est un torchon. Sincèrement non. Et là, il a été publié en 2008, donc ça s'arrête vraiment pile quand ils mettent Britney sous tutelle. Il n'y a pas la suite. Bon, Britney nous raconte évidemment tout jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai trouvé quand même intéressant d'avoir le point de vue des deux. Il y a peut-être des choses que Britney ne savait pas de son côté, des choses qui peut-être ont été mal interprétées, mal perçues, et qui font qu'on est dans une discorde familiale incroyable. Bah franchement, ce livre-là a répondu à pas mal de questions. On va voir ça ensemble, et après chacun se fera son opinion. Je vais aussi du coup revenir, tout comme Britney, sur certains événements que nous on avait pu voir à la télé. Donc je vous insérerai des extraits d'interviews de l'époque, etc. Et on va voir du coup ce qu'il en est aujourd'hui, car là c'était donc l'anniversaire de Britney. On a vu sur Instagram qu'elle l'a fêté avec son grand frère et sa mère, donc il y a une réconciliation. Le père, lui, il vient de se faire amputer de la jambe. Alors certains disent le karma. Franchement, j'ai pas envie d'être aussi cruelle, parce que perdre une jambe, je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Donc voilà, ça c'est autre chose. On va parler de tout ça dans cette vidéo, donc voilà, préparez-vous un thé, des gâteaux, le popcorn, etc. Ça risque de prendre un petit moment, mais c'est parti. D'entrée de jeu, dans le prologue, Britney nous plante un peu le décor de sa famille. Donc déjà, dès la première page, on voit que son père était un alcoolique. Bon, ça, Lynn, elle le dit également. Voilà, c'est pas un secret. Elle a pas cherché à trop enjoliver à ce niveau-là. Elle dit que ses parents se disputaient très souvent. Par contre, le père, je trouve qu'il avait quand même un petit peu l'intelligence de partir. Quand il commençait à faire des crises d'alcoolisme, il partait. Il le voyait pas pendant quelques jours. Donc, on va dire qu'il allait faire le plus gros de son délire ailleurs. Par contre, quand il revenait, Britney précise que sa mère criait énormément sur son père, et que du coup, à un moment donné, elle a eu la haine contre sa mère. Elle était en colère contre elle parce qu'elle trouvait que sa mère accentuait encore plus le problème en criant. Lynn le confirme là-dedans. Mais parenthèse quand même, le livre ne parle pas que de Britney. Ça parle vraiment de la vie de Lynn. Je trouve qu'elle a quand même été discrète sur pas mal de choses. Je m'attendais à vraiment pire. Je pensais qu'elle allait servir du thé de dingue sur Britney. Non. Mais en tous les cas, oui, elle dit qu'elle-même, elle regrette d'avoir autant crié sur son mari devant ses enfants, qu'effectivement, c'était pas sain, mais qu'elle en pouvait plus, quoi. Elle est au bout du rouleau. Elle voulait vraiment que son mariage fonctionne. Et à chaque fois, Jamie, il promettait d'arrêter de boire. Il arrêtait parfois, et puis au final, il reprenait, quoi. Il avait même une période de sobriété pendant 5 ans, où là, c'était le grand bonheur, mais après, il a repris. Bon, tout ça, effectivement, Britney s'est confirmée là-dedans. Alors, elle plante aussi un peu le décor du côté de la famille de son père, certainement pour justifier un petit peu le comportement abusif de son père. Donc, effectivement, son grand-père, du côté paternel, était très spécial. Il a envoyé ses femmes en HP. Sa grand-mère a même mis fin à ses jours. Voilà. Donc le grand-père, un sacré bonhomme qui a un petit peu torturé psychologiquement son fils, donc Jamie Spears, en le poussant à bout. Et elle dit qu'en fait c'est le même schéma qu'il a reproduit avec son frère Brian, donc le frère de Britney. Au niveau du sport, tout ça, il le poussait hyper à bout, mais parce que c'est comme ça que son propre père l'avait éduqué. Donc je trouve que c'est bien quand même. Elle a cherché à comprendre la psychologie de son père, et elle nous en fait part. Mais elle dit: chanter me permettait d'accéder au divin. Chanter, c'était pour moi jeter un pont entre le réel et l'imaginaire, entre ce monde dans lequel je vivais et celui dont je rêvais si ardemment. Donc oui, le chant était bien un échappatoire pour Britney. Donc oui, Lynn le confirme bien, que Britney a toujours été dans son monde, et que le chant, c'était vraiment une passion.
Britney nous parle aussi que son père et sa mère venaient de milieux radicalement différents. Je vais pas rentrer dans les détails, ça pareil, hein, Lynn raconte sa vie du côté de son arbre généalogique, mais sachez que on comprend que l'accent british que prend souvent Britney, il vient de sa grand-mère maternelle. La mère de Lynn était anglaise. Enfant, je rêvais d'avoir les mêmes manières irréprochables et les mêmes inflexions de voix qu'elle. Donc grosse admiration pour sa grand-mère, hein, Britney. Alors une chose aussi qui revient beaucoup dans les deux livres, hein, celui de Britney et celui de Lynn, c'est le rôle de Brian, le frère de Britney. C'est vrai que c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais. Il fait pas parler de lui, il est pas dans la lumière, hein, c'est pas un artiste, mais c'est vraiment le grand frère protecteur. Et effectivement, Britney parle de son frère, hein, qu'elle l'adore. Elle était très proche de lui, elle dormait avec lui même parce que Lynn le développe beaucoup plus. Brian a eu beaucoup de problèmes de santé dès la naissance, beaucoup d'accidents, c'est un énorme casse-cou. Et un jour, Britney a eu peur de perdre son frère parce qu'il avait encore eu un accident. Du coup, elle ne le lâchait plus, elle dormait tout le temps avec lui, jusqu'à ce que ses parents disent stop, maintenant t'es trop grande pour dormir avec ton frère, tu vas avoir ta propre chambre. Et elle l'a vécu très mal jusqu'à ce que finalement elle aime sa solitude, avoir son petit espace à elle-même. Bon, après, Britney nous parle effectivement de la vie à Kentwood, des affaires de son père. Lynn, pareil, elle en parle, hein, que bon, financièrement ça n'a jamais été la grande joie, mais elle dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est que quand elle s'est retrouvée enceinte, elle voulait reprendre ses études, elle voulait être prof. C'est très drôle d'ailleurs ce que Jamie Spears lui a dit, à savoir, mais tu es trop stupide, tu ne pourras jamais avoir ton diplôme, oublie. Ça fait grandement écho à tout ce qu'il a pu dire à sa fille. Finalement, en plus, elle a eu son diplôme, donc bon, vous pouvez plus rien dire. Mais ouais, ce type-là, il a vraiment un problème avec la réussite des autres, faut croire. Alors après, Britney, elle parle de la naissance de sa petite sœur Jamie Lynn. Effectivement, Britney était très proche de sa petite sœur. Elle a une dizaine d'années de plus qu'elle. C'était un bébé qui n'était pas attendu. Jamie Spears, apparemment, avait fait une vasectomie, mais il a pas fait les examens qui devaient suivre. Bon, bah, du coup, voilà, c'était un bébé miracle. Donc, Britney, qui adorait jouer avec des poupées, des baigneurs, tout ça, bah, elle a pouponné sa sœur. Et elle parle aussi d'un incident qui a énormément traumatisé Britney. C'est que sa mère a fait une hémorragie une semaine après la naissance de Jamie Lynn. C'était des complications suite à l'accouchement. Britney a cru qu'elle allait perdre sa mère et après ça, elle ne l'a plus lâchée. Mais d'après Lynn, ça a toujours été comme ça. Britney, depuis sa naissance, a toujours été collée à sa mère. Donc c'était vraiment son ombre, comme elle l'appelle. She's amazing. She is awesome. Thanks, Mom, huh? Yeah. You got emotional about your mom. I did! Ew! That's stupid. She's a good one, huh? Yeah. Yeah. Special. She got a good daughter. Yep. She's got a good daughter. Yeah. I would like to be just like my mom. I would like to be just like her. Oh, I'm retarded. She's such a spiritual person and such a beautiful lady. So I want to be like her. Yeah, I'm retarded. That's so nice, though. Wait, just take 1 second. Yeah, sure. Manuel, you guys want to... Alors après, Britney parle justement de Star Search, qui est donc l'équivalent de Graines de Star, qui n'existe plus. I don't care what they may think of me. It's our fine star world. We can do anything, oh anything. Keep believing in that You have the most adorable, pretty eyes. You have a boyfriend? No, sir. Why not? They're mean. Boyfriends? You mean all boys are mean? I'm not mean. How about me? Well, it depends. Et elle dit que quand elle a perdu, effectivement elle a perdu à la finale, elle a fondu en larmes une fois qu'elle était en coulisses et qu'à cette époque-là, elle commençait à faire la navette entre la Louisiane et New York où elle prenait des cours de danse. Alors ça, Lynn nous en parle également, hein. Elle dit que c'était une belle période, mais effectivement, toutes les deux le disent que Britney elle avait décroché un rôle dans une comédie musicale, Restless, mais au moment des périodes de Noël, Britney elle a craqué. Elle voulait pas passer Noël à New York, elle voulait rentrer à Kentwood. C'est comme ça qu'elles ont mis fin au contrat, qu'elles sont rentrées à Kentwood. Alors concernant le Mickey Mouse Club, dans les deux livres, hein, les deux racontent comment ça s'est passé. Donc effectivement, Britney a passé une première audition 2 ans avant qu'elle soit prise, mais elle était trop jeune. Christina Aguilera, pareil, elle était aussi là. Et 2 ans plus tard, elles ont enfin été prises. La mère de Britney, elle dit que Christina et Britney étaient tout le temps fourrées ensemble. Christina venait tout le temps dans l'appartement où elle vivait à cette époque-là pour manger. Elle adorait la cuisine de Lynn. Elle faisait plein de soirées pyjama avec Britney. Et elle
dit que pour elle, pour Lynn, Christina c'était comme une deuxième fille à cette époque-là et qu'elle est très fière de la femme qu'elle est devenue. Donc suite au Mickey Mouse Club, elles sont retournées à Kentwood. Là, Britney voulait avoir une vie normale. C'est là qu'elle raconte que sa mère a commencé à lui faire boire des daiquiris quand elle partait faire des petits trips à la plage. C'était son petit morceau de paradis. Elle adorait ces moments avec sa mère et sa petite sœur. À 13 ans, je buvais avec ma mère et je fumais avec mes copines. J'avais fumé ma première cigarette chez une copine pas fréquentable. Et c'est cette copine qui lui a un jour fait fumer voilà quoi. Et Britney n'a pas supporté. Donc apparemment dans ce livre, elle insiste bien sur le fait qu'elle a jamais supporté la Marie-Jeanne, que c'est la seule fois où elle en a fumé, donc quand elle était ado, et après plus jamais. Et elle parle aussi donc de sa première expérience intime. Donc elle était en 3e et son crush, il avait 17 ans. C'était un copain de son frère. Alors elle précise que c'est son grand frère qui a découvert le poteau rose. En plus c'était un pote à lui. Donc il l'a très mal pris. Le type a dégagé. Il a dénoncé Britney aux parents et elle n'a plus eu le droit de le voir. Et donc Britney a été punie. Elle a dû ramasser les déchets, etc. They dated 2.5 years until he says Britney's mom, Lynn Spears, ended their relationship. Do you think that her mom was very controlling of her life? Isn't it obvious? Mais elle dit que voilà, malgré qu'elle vivait une vie normale d'étudiante, la scène lui manquait. Et ça, Lynn en parle elle-même. Elle dit qu'elle était choquée quand Britney un jour est venue vers elle en lui disant « Maman, je veux faire l'école à domicile ». Lynn, comme d'habitude, alors elle précise bien, elle n'a jamais poussé sa fille à faire quoi que ce soit. Britney en parle également, c'est vrai. Sa mère, c'est pas comme on dit une stage mom, donc une mère qui pousse sa fille à percer dans le showbiz. Non, Lynn voulait simplement faire plaisir à sa fille, donc elle l'inscrivait à des petits concours locaux, qui après mené à des concours un peu plus importants, etc. Britney voulait toujours les faire. Et d'ailleurs, Lynn précise que c'est Jamie qui était à 100% d'accord avec la décision de Britney. Nous n'avions pas assez d'argent pour nous rendre jusqu'aux auditions, c'était très cher, mais qu'à chaque fois, Jamie se débrouillait pour trouver de l'argent n'importe où, afin que Britney puisse saisir toutes les opportunités qui se présentaient à elle. Donc voilà, Britney arrive à 14 ans. Il y a une audition qu'on lui propose pour faire partie d'un groupe. Ça va très mal se passer. La mère va pas du tout sentir le rendez-vous. Donc finalement, non. Ensuite, elles ont rencontré Larry Rudolph qui a fait auditionner Britney dans des grands bureaux à New York. Et là, c'est très intéressant parce que Britney, ça, elle n'en parle pas du tout, sa voix. Elle ne parle pas de sa voix. Sa mère en parle. Elle dit que quand Britney a auditionné dans ces grands bureaux, sa voix était magnifique. Elle chantait un peu comme une jeune Aretha Franklin. C'est ça sa vraie voix. C'est ça à quoi elle ressemble. Elle est profonde, elle est puissante. Ça n'est pas la voix soupirante, voix de pop star que les producteurs de label lui ont fait adopter. Elle le mentionne donc que c'est pas sa voix à Britney. Et c'est vrai que quand on voit des vidéos de Britney beaucoup plus jeune, sa voix était beaucoup plus grave. Ils ont vraiment fait prendre cette baby voice qui, je trouve, oui, c'était sympa. Mais ça lui a cassé la voix. Maintenant, quand on écoute Britney chanter, sur Instagram, c'est pas terrible, quoi. On voit que sa voix, elle est détruite, quoi. Elle est défoncée. Alors ensuite c'est bien, on parle du chapitre David Lachapelle, la fameuse couverture du magazine Rolling Stone qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors Britney en parle, la mère aussi, donc on va revenir sur cet épisode qui a défrayé la chronique à l'époque. Elle pose avec un Teletubbies dans sa chambre en petite culotte et soutien-gorge. Elle est mineure, rappelons-le. Ma mère s'en est inquiétée. De mon côté, j'étais conquise. Alors Lynn n'était pas du tout conquise. Alors elle raconte justement comment ça s'est passé ce jour-là, parce que Britney s'étale pas du tout là-dessus. La séance photo a eu lieu chez eux à Kentwood. Donc elle dit que ce jour-là, déjà elle était un petit peu impressionnée parce qu'il n'y avait jamais eu de shooting fait dans leur maison. Donc elle découvrait un petit peu quoi. Et elle essayait d'avoir quand même un regard sur ce qui se passait. Mais en gros, David Lachapelle la faisait à chaque fois dégager de son champ de vision. Et elle dit qu'elle n'a pas du tout apprécié quand il s'est enfermé dans la chambre de Britney avec elle. Elle n'avait plus du tout accès à ce qui se passait. Mais elle s'est dit, bon, c'est des professionnels. Je pense qu'ils vont juste prendre des photos voilà, d'elle dans sa chambre avec ses jouets, ses peluches,
etc. Truc soft, quoi. D'ailleurs, elle le dit, hein, qu'elle regrette d'avoir fait confiance aux professionnels et faire un peu plus confiance à ses instincts. Mais comme elle le dit à plusieurs reprises dans son livre, hein, elle y connaissait rien au showbiz, à tout ça, ça la dépassait. Si elle voulait gérer, s'en occuper ou quoi, elle aurait fait n'importe quoi, quoi. Donc ça aurait pas été bon pour sa fille. Là-dessus, je la comprends. Quand David Lachapelle s'est enfermé avec sa fille dans sa chambre, c'est Larry Rodolphe, par contre, là, qui est intervenu. Et quand il a ouvert la porte de la chambre, il a crié « ça suffit ». Et là, elle a vu Britney avec un soutien-gorge et une culotte. Son père, Jamie, alors lui, il était furieux. Il a dit « mais c'est ridicule, qu'est-ce que vous faites ?» Mais qu'ils ont naïvement cru qu'ils auraient un droit de regard sur le shooting, sur les photos. Parce que là, clairement, le photographe avait dépassé une ligne, hein, il avait franchi une limite. Vu tout ce qu'elle avait pris comme photo, a dit qu'il avait même jeté du papier toilette dans les arbres du jardin et tout. Elle s'est dit qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'y connais rien, c'est peut-être de l'art. Mais non, personne, même l'équipe de Britney, n'a pas eu accès aux photos prises au rush. Voilà, le magazine est sorti avec ces photos-là et là, c'était la douche froide, quoi. Elle était choquée et a dit que c'est là qu'elle a réalisé qu'elle n'était plus du tout au contrôle et qu'elle n'avait plus aucune autorité ni d'emprise en fait sur la carrière de sa fille. Ça a été le red flag. Bon, après, elle parle de la tournée de Britney quand elle a sorti Oops. Elle a dit qu'à ce moment-là, elle a quitté son travail pour suivre sa fille en tournée. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Britney reparle de Justin Timberlake en disant que ils ont repris contact à ce moment-là. Enfin, ils n'avaient pas vraiment perdu contact, mais ils se sont revus lors de concerts, etc. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que j'étais red dingue de lui à tel point que c'en était ridicule. En réalité, on s'aimait tellement que c'était presque trop. Alors là aussi, un truc intéressant, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer que sur les plateaux de télé, on ne me posait pas le même genre de questions qu'à lui. Everyone's talking about it. Why? Well, your breasts. My breasts. You seem to get furious when a talk show host comes up with this subject. Okay. Really, if I had an opportunity to shoot Britney Spears, I think I would. Well, that's really sad that she said that. Ew. You know what? Like, I'm not here to, you know, babysit her kids. How do you feel about all the constant speculation about your virginity and whether you are a virgin or not? I really wish I would have never said anything to begin with. Have there been any changes on that front? That's a personal question. Alors l'apothéose, elle raconte Britney que c'était lors des MTV Music Awards quand elle a chanté Oops avec sa combinaison couleur chair, pailletée, tout ça. Tout le pays s'est foutu d'elle, hein, à dire qu'elle n'était pas un bon exemple pour les jeunes. Cet épisode m'a ébranlé. C'était la rançon de la gloire et ce n'était que le début d'un phénomène qui allait durer des années. Oui, si elle avait su, la pauvre. Et elle dit que c'est à ce moment-là d'ailleurs, suite à toutes les critiques qu'elle s'est mangée à cette époque-là, qu'elle a commencé à prendre du Prozac. Ça, on le savait pas. Alors elle parle aussi de Crossroads. Et là, c'est important de rebondir dessus parce que dans la vidéo que je vous ai faite sur l'actu là, où je parle de son audition pour The Notebook, elle dit justement pourquoi elle n'a pas voulu jouer dans The Notebook finalement, parce que quand elle a joué Lucy dans Crossroads, elle s'est tellement imprégnée du personnage qu'elle parlait comme elle bougeait comme elle marchait comme elle, à tel point que même Justin lui a dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es devenue qui? Donc elle dit que si elle avait eu le rôle de Abby dans The Notebook, elle se serait vraiment pris pour une fille des années 40 et elle aurait eu beaucoup de mal à sortir du personnage parce que ça a été le cas. Elle a eu beaucoup de mal à sortir du personnage de Lucy. Alors Britney dit qu'à cette époque-là, elle vivait une vie de rêve, qu'elle était très heureuse, donc c'était la période de 2001. Et d'ailleurs, il y a une petite erreur à ce moment-là parce qu'elle parle de la tournée Dream Within a Dream Tour où elle dit qu'il y avait une péniche égyptienne, une jungle, des lasers, de la neige. Non, la péniche égyptienne, c'était dans Femme Fatale Tour. Donc là, vous voyez, ça, par exemple, c'est le truc qui m'a fait comprendre, qui m'a en tout cas grandement mis la puce à l'oreille, à savoir que c'est pas Britney qui a écrit ce livre. Moi, je pense vraiment que c'est elle, mais je ne pense pas que c'est elle qui l'ait écrit. Je pense qu'elle a eu recours, comme on dit, à un prête-plume. Donc, à mon avis, ça a dû se passer sous forme de séance avec un dictaphone. Et peut-être qu'à un moment donné, le type, donc le prête-plume, quand il a dû rédiger le livre, il s'est un petit peu embrouillé les pinceaux. Mais c'est pas très grave, hein. Enfin, dire que c'est pas elle qui l'a écrit, c'est son histoire. On s'en fiche que ce soit pas elle qui l'ait rédigé. Comme beaucoup de personnes, les biographies, c'est pas toujours eux qui les écrivent. Ce sont des prête-plumes. Alors après, c'est intéressant, elle dit qu'on lui a proposé un rôle dans Chicago. Donc je pense que c'était le rôle de Roxy, mais elle a refusé. Et elle dit qu'avec le recul, elle aurait dû accepter. Avec l'aide d'un bon coach, j'aurais sûrement réussi à ne pas devenir mon personnage comme dans Crossroads. Bon là, elle dit qu'après, elle habite avec Justin, ça se passait très bien. Lynn, à ce propos, elle dit qu'elle était pas très chaude, hein, que sa fille vive avec Justin, parce qu'ils étaient quand même très jeunes. Mais bon, là, Britney était majeure, donc elle avait plus trop son mot à dire. Alors là, on va un petit peu lire hein, quand même ce qu'elle raconte, parce que elle le raconte mieux que je pourrais le faire.
Tout n'était pas rose. À plus d'une reprise pendant notre relation, j'ai su que Justin m'avait trompé. En 2000 par exemple, quand il était à Londres avec NSYNC, des photographes l'ont surpris dans une voiture avec une des filles des All Saints. Je vous en avais parlé ça aussi dans l'update. À l'époque, on ne sortait ensemble que depuis 1 an, mais j'étais tellement dingue de lui que j'ai fermé les yeux, même si les tabloïds prenaient un malin plaisir à enfoncer le clou. Je ne lui en ai jamais parlé. Il n'empêche que pas mal de rumeurs me revenaient aux oreilles à propos de Justin et ses danseuses, quand il ne s'agissait pas de ses fans. Manifestement, il se faisait plaisir. Je n'étais pas dupe, mais je préférais ne pas en parler. Du coup, moi aussi, je l'ai trompé. Attention, pas 50 fois, une seule. C'était avec Wade Robson. Alors, elle dit qu'elle lui a avoué son dérapage, à Justin. On l'a mis sur le compte d'une erreur de jeunesse et on a tourné la page. On est restés ensemble pour toujours, croyais-je. Espérais-je. Alors après, elle dit qu'elle est tombée enceinte. Justin n'en voulait pas. Du coup, elle a dû interrompre sa grossesse. Alors, elle raconte l'épisode traumatisant où elle était en larmes chez elle. Elle avait mal parce que du coup, ça devait se faire entre 4 murs. Fallait que personne soit au courant. Donc, ça s'est passé chez elle. Agonisante dans la salle de bain, Justin a joué de la gratte pour la détendre. Et elle dit qu'elle l'a très mal vécu parce que ça tenait qu'à elle. Elle l'aurait gardé le bébé. Mais ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est qu'apparemment, il y a une rumeur qui sort là depuis quelques temps. 2 ans après cet incident, Justin aurait mis enceinte une femme. Donc il aurait une fille cachée qui aurait maintenant 21 ans. Alors l'histoire de la fille cachée de Justin Timberlake, on en reparlera dans une autre vidéo. Je vous ferai une petite vidéo sur le sujet très bientôt parce que c'est une histoire de fou. Mais bon, voilà. En tous les cas, la rupture était proche. Mais je n'ai rien vu venir, dit-elle. Alors c'est vrai que là, on se demande, mais alors attends, on comprend pas trop là. Si Justin savait qu'elle l'avait trompé et que ça allait, quoi. Voilà, il avait passé l'éponge. Pourquoi Cry Me a River? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors justement, Britney répond à la question. En fait, pendant tout ce temps-là, monsieur était donc en train de préparer sa carrière solo. Il préparait donc l'album Justified. Et c'est à ce moment-là donc qu'il est devenu froid et fuyant avec elle. Comme il avait déjà décidé de me sacrifier sur l'autel de son album, j'imagine que ça le mettait mal à l'aise de me voir le dévisager à longueur de journée, pleine d'admiration. Il a fini par me plaquer par SMS pendant que je tournais le clip du remix d'Overprotected de Darkchild. Quand j'ai lu son message, j'étais entre 2 prises. Il a bien fallu que j'y retourne. Quand il m'a quitté, je me suis effondrée, littéralement. Pendant des mois, j'arrivais à peine à parler. Justin est venu me rendre visite en Louisiane. Il m'a écrit une longue lettre qu'il avait fait encadrer pour moi. Je l'ai toujours sous mon lit. Il concluait par cette phrase « Sans toi, je ne peux pas respirer ». J'étais sciée. Quelle plume! Il avait su mettre les mots sur ce que je ressentais. J'avais l'impression de suffoquer. Je n'arrivais plus à respirer après tout ce qu'il s'était passé. Elle ne voulait plus accepter aucun contrat. En fait, elle voulait faire une pause dans sa carrière. Elle se sentait pas de remonter sur scène. On peut comprendre, parce que je pense que tout le monde se souvient quand Cry Me a River est sorti, quand la rupture a éclaté, Britney s'en est pris plein les dents. Donc elle était toujours en pleine tournée du Dream Within a Dream Tour. Elle en pouvait plus avec une hâte, c'était que ça se termine. Donc ça n'allait pas bien du tout. Et une fois sa tournée finie, elle est retournée en Louisiane, donc chez sa mère. Ma mère et ma sœur avaient changé, et pas qu'un peu, ainsi que je l'ai rapidement constaté. Ma petite sœur imposait clairement sa loi, alors que moi j'étais devenue invisible. Personne ne remarquait ma présence. Ma mère n'avait Dieu que pour l'écran de la télé. Ma sœur, dont j'avais été autrefois si proche, semblait évoluer sur une autre planète. Elle était odieuse. Alors après, elle parle du fait que Justin ait révélé à la radio qu'il avait eu des rapports avec elle, qu'elle n'était plus vierge. Elle dit qu'elle ne lui en veut pas. Elle était plutôt contente. J'avais plus de 20 ans. Pourquoi persistait-on à vouloir faire de moi une vierge effarouchée? Donc voilà, là-dessus, elle lui en veut pas, mais elle lui en veut tellement pas sur plein de trucs. Enfin, là, il y a un passage justement que j'ai noté. Ce passage résume l'état d'esprit de Britney. Alors voilà ce qu'elle dit. Même si je savais que la vérité était loin de ressembler au tableau que Justin en dressait, je restais persuadée que je méritais ce qui m'arrivait. J'avais dû faire des choses répréhensibles au cours de ma vie, forcément. Je crois au karma. Et quand il m'arrive des tuiles, je pars du principe que c'est mon passé qui me rattrape. Gardez bien ce passage en tête parce qu'il résume toute la vie de Britney. C'est dingue quand on lit de voir à quel point elle a pu être
naïve, à quel point elle est douée pour s'auto-flageller sur des choses où on se dit mais attends, non Bichette, c'est pas de ta faute là, c'est les autres en face. Alors ça, c'est quelque chose qui va revenir souvent quand on s'est tous demandé des fois mais pourquoi elle dit rien, pourquoi elle parle pas, pourquoi si vraiment c'était ça, pourquoi elle parle que maintenant. Bah à cause de ça, elle a toujours pensé que si ça n'allait pas, c'était de sa faute. Donc oui, ça permet de voir qu'elle était vraiment très vulnérable et que c'était facile de profiter d'elle. Et là, elle raconte qu'elle a rencontré Colin Farrell, avec qui ça a été super, hein, les quelques jours que ça a duré. Il était très gentil, mais elle commençait à devenir un petit peu agoraphobe. Elle voulait plus sortir de chez elle. Même aller en boîte de nuit, ça l'angoissait. Alors ensuite, elle parle de la fameuse interview avec Diane Sawyer. Ben, elle voulait pas la faire, hein, voilà. On ne m'a pas transmis les questions à l'avance. Elles étaient extrêmement gênantes, tu m'étonnes. À cause de ce qui s'était passé avec Justin et de tout ce que j'avais traversé, je ne me sentais plus capable d'échanger avec qui que ce soit. Un nuage noir s'était installé au-dessus de ma tête. J'étais traumatisée. Cette interview a marqué un point de rupture au fond de moi. On avait appuyé sur un interrupteur. Je sentais une force obscure prendre possession de mon être. Je me sentais me transformer à la manière d'un loup-garou en une mauvaise personne. Je pense sincèrement que cette période de ma vie aurait dû être consacrée à la reconstruction et pas à tout partager avec le reste du monde. Ça aurait été le meilleur moyen de guérir, mais je n'ai pas eu le choix. Apparemment, personne ne se souciait de mon bien-être. You've had a rough year. It was pretty rough, yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Brittany. Yeah, it was a weird time. Ew. I'm embarrassed. Can we stop? I have to ask a couple of things about Justin. Okay, of course. You broke his heart. You did something that caused him so much pain, so much suffering. What did you do? I was upset. I will always love him. He'll always have a special place in my heart. He is such a great person. He's left the impression that you weren't faithful, that you betrayed the relationship. I think everyone has a side to their story. I'm not technically saying he's wrong, but I'm not technically saying he's right either. Alors après, elle parle de Paris Hilton, qui a été là, qui l'a aidé à s'en remettre, tout ça, enfin à s'en remettre. Du moins, elle a été une bonne distraction. Et c'est là où on arrive donc à la fameuse soirée de beuverie, où elle a épousé un ami d'enfance, Jason Alexander, à Las Vegas. Alors là, elle dit que d'après son père et sa mère, c'était gravissime, il fallait faire annuler le mariage, nanan. Ils ont monté ça en épingle, alors que pour moi, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents rappliquent et me traitent comme si je venais de déclencher la 3e guerre mondiale. J'ai passé le restant de mon séjour à m'excuser platement entre 2 sanglots. Et la version de Lynn alors? Oui, elle a été très choquée quand elle a appris ça. Effectivement, avec Jamie, ils ont pris l'avion jusqu'au Nevada. Ils sont arrivés donc dans la chambre d'hôtel. Ils ont demandé aux deux là, Jason et Britney, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ils ont juste fait non de la tête. Donc ils ont fait annuler le mariage et tout était fini avant même d'avoir commencé. Et elle dit qu'en fait pour elle c'était une sonnette d'alarme parce que ça correspondait pas du tout au caractère de Britney de faire un truc pareil. Ça indiquait justement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à ce moment-là avec Britney. Et Lynn, elle précise en plus que, parenthèse quand même, hein, que ce fameux Jason, elle le connaissait depuis l'enfance, hein, depuis qu'il était donc tout petit, parce qu'elle s'était occupée de lui. En fait, Lynn, elle bossait dans une espèce de centre avant d'être prof, où elle s'occupait d'enfants. Il y avait donc Jason qui était là, et elle voyait qu'il faisait tout le temps le mariole, il les rendait dingues, elle et sa collègue avait même dit, quand Jason Alexander était enfant, hein, ce serait la pire des malédictions si l'une de nos filles finissait par se marier avec celui-là. Alors, Jason Alexander, justement. Alors, Britney, elle en parle. Hein. On m'a demandé depuis si je l'aimais. Que les choses soient claires. Lui et moi n'étions pas amoureux. J'étais juste totalement ivre et sans doute un peu désœuvré. Jason Alexander a fait récemment une interview dans un podcast où justement il dit qu'il ne comprend pas cette phrase parce que Britney et lui étaient amoureux. She was just basically repeating the narrative that we agreed on in Vegas when we signed the annulment. The way she brought that up was, you know, a little disappointing, but I know we were in love. I know the truth.
and I still support her, you know. Alors, le cas de ce garçon, franchement, c'est à s'arracher les cheveux parce qu'il a un compte sur Instagram que je suis et il poste souvent des choses assez étranges. Il est un peu conspirationniste sur les bords. Ça ne me dérange pas du tout, hein. J'adhère à beaucoup de théories du complot, vous le savez. Mais j'ai du mal à faire confiance à ce type parce que selon lui, déjà, quand il a débarqué au mariage de Britney et Sam, c'était pour sauver la dulcinée. Hein. Britney était en détresse, c'était un faux mariage, etc. Or non, on a bien vu que pour le divorce, là, il y avait des papiers. C'était donc un vrai mariage. Mais il a débarqué sur son cheval blanc pour sauver Britney, sauf que le type était armé. Hein, voilà. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait là-dessus. Donc, moi, je le vois un peu comme un stalker, ce type-là. Pour autant, il est vrai que parfois, il a fait des déclarations bien avant que les choses se produisent. Donc c'est un peu troublant, ce personnage. C'est vrai que des fois il dit des choses qui s'avèrent être vraies avec le temps. Je sais pas. Franchement, pour le coup, je sais pas. En tous les cas, ni l'une ni l'autre ne confirme, la fille comme la mère, qu'il y avait une histoire d'amour entre elle et Jason. Personne n'y a cru. De toute façon, même nous, à l'époque, quand on a vu ça, on s'est dit, bon, c'était pas si grave. Mais que le garçon continue à dire que c'était un mariage limite d'amour, non, là, je ne pense pas. Donc ce Jason Alexander, me méfie de lui, franchement. Et c'est là qu'est arrivé Kevin Federline. Alors, bon, elle dit qu'elle avait senti une connexion. Elle l'a rencontré à une soirée. Ils se sont retrouvés dans une piscine. Il lui a fait un câlin qui a duré peut-être des heures, elle sait plus trop. Et elle s'était jamais sentie aussi bien. Il avait une réputation de bad boy. Toutefois, quand je l'ai rencontré, j'ignorais qu'il avait un bébé et que son ex était enceinte de 8 mois. Je ne me doutais de rien. J'ai beaucoup de mal avec ce que dit Lynn à propos de Kevin en disant que c'était un sweetheart, que c'était un gars adorable, etc. Je pense qu'il a dû bien faire l'hypocrite devant les parents. Mais ce qui est dingue, c'est que même après le divorce et tout, la mère en démord pas que Kevin était génial, que c'était un super bon père. Je sais pas ce qui s'est passé entre elle et son gendre, mais bref, c'est bizarre. On a justement Charles Jackson, la fameuse copine de Kevin à cette époque-là, la mère de ses 2 enfants, qui a récemment pris la parole et qui disait que c'était faux. Britney était parfaitement au courant qu'il était avec elle et qu'elle était enceinte de leur 2e enfant. Alors moi, je me souviens d'une scène, si je peux, je vous la mets, mais je me souviens d'une scène dans le DVD chaotique Britney and Kevin. C'est Britney et Kevin qui ont filmé pendant sa tournée des Onyx Hotel Tour. C'était donc en 2004. Je crois que c'est dans les bonus du DVD qu'il y a justement cette discussion qui est filmée où Kevin lui parle de Charles Jackson et Britney a effectivement l'air de découvrir qu'il était avec elle. And the girl was Char Jackson. How long did you date her? 2? 3 years. My baby's mixed. And y'all just didn't want to be together anymore. Well, then that's pretty harsh. It was just 5 months ago. It was. We haven't been there together for a long time. Longer than 5 months. Just stay there. I wanted to be with my kid. And she's 2. She's almost 2. She's the best. Bref, parenthèse. Donc au printemps 2004, elle reprend les concerts. Elle s'est pété le genou encore sur le clip Outrageous qu'elle a jamais pu finir. C'était un clip avec Snoop Dogg. Et là, on lui a prescrit de la Vicodine. J'avais l'impression d'avoir été manipulée pour repartir au front juste après ma rupture avec Justin et je n'avais pas trop rechigné. Travailler, c'était encore ce que je faisais de mieux. Mais la tournée Onyx avait été une erreur. J'aurais dû refuser cette tournée. Après mon mariage, je commençais à penser à fonder une famille. Je me suis séparée de mes managers. J'ai posté une lettre à mes fans sur mon site internet pour leur annoncer que j'allais prendre du temps pour moi. Alors après, elle parle de la naissance de son fils, que c'était une maman louve, qu'il fallait que personne l'approche. C'est confirmé par Lynn qu'effectivement Britney était aux anges. Quand elle a eu ses 2 garçons, elle pouponnait. Il n'y avait jamais un de ses fils qui n'était pas sur sa hanche, quoi. Et elle dit aussi sa mère que c'est bon. Enfin, le jour où elle avait son bébé sur les genoux en conduisant, elle était effrayée par les paparazzi qui ne la lâchaient pas et qui effrayaient les enfants d'ailleurs. Et le coup où elle a failli faire tomber son gamin, juste elle s'est tordu la cheville. Ça arrive à tout le monde, quoi. Mais là, les médias se sont acharnés sur elle. Elle dit aussi qu'elle était très soupe au lait quand elle était enceinte. Et elle présente d'ailleurs ses excuses à... Ah, je sais plus son nom. Je vous le mets là. Celle qui avait joué avec Jamie Lynn Spears dans la série Zoe 101. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo sur Jamie Lynn, il me semble. Où là, Britney était venue en
engueulé la fille parce que soi-disant Jamie Lynn Spears se faisait harceler par elle alors que c'était complètement l'inverse. Donc là elle dit qu'elle lui présente ses plus plates excuses parce qu'elle était sous hormones, enceinte, gonflée à bloc, elle n'a pas réfléchi, elle s'en est pris à cette gamine. Donc là après comme je vous dis elle parle des paparazzis, ce qu'ils ont fait avec ses fils etc. Et la décadence avec Kevin. Ah bah lui il passait son temps à fumer de la Marie-Jeanne, à se prendre pour un rappeur, il la calculait pas. Je me répétais des mantras pour me rebooster. Kevin est mon mari, je suis censée le respecter, lui pardonner certaines choses que je ne pardonnerai pas à un simple petit ami. C'est le père de mes enfants. Même s'il ne me traite plus comme avant, ça peut revenir. C'est marrant parce que c'est exactement la même chose que Lynn se disait à propos de Jamie et son alcoolisme. C'est les mêmes choses. Et là, on en arrive à un petit épisode que je vous ai parlé dans une vidéo sur Justin. La fameuse photo de Kevin et de Justin en soirée, en train de se faire des accolades, rire à gorge déployée limite. Elle en parle, hein. Kevin est revenu un soir, a dit qu'il avait pris le melon, hein. Ça on avait compris. Donc il est rentré tard en m'annonçant qu'il revenait d'une soirée. Il y avait Justin Timberlake et même Lindsay Lohan. Qu'est-ce que ça pouvait me faire? Quant à Justin, Kevin ignorait-il ce qu'il m'avait fait subir? Je bouillonnais, mais j'ai tenu ma langue. La célébrité est un monde de pacotille, c'est du bidon. Je pense que c'est pour ça que j'ai voulu avoir des enfants. Avec Kevin, je voyais le phénomène se produire en direct. La célébrité qui lui monte au crâne. Jaden est né, ça a été encore pire avec Kevin. Et là, justement, on en arrive à la période où elle parle de dépression postpartum. Lynn également en parle, que pour elle, Britney a fait une dépression postpartum. Par contre, elle parle aussi d'un truc là, Lynn Spears, quand on lui demande si elle a donné sa bénédiction à Britney et Kevin pour qu'ils se marient. Non, pas vraiment, elle dit, parce que pour elle, ça allait beaucoup trop vite. Donc elle avait dit à Britney, calme-toi, attends de voir d'abord, fréquentez-vous, parce qu'ils se sont mariés au bout de 3 mois. C'était très rapide. Elle a fait comme elle voulait. We told everybody they had to be there for our engagement party. But it was funny to see everybody's reactions. Her dad. Big surprise. Yeah, that makes a little difference. Don't do that. Mais elle dit donc que elle croit que Britney a fait une dépression postpartum, ajoutée au cœur brisé qu'elle a eu suite à la fin de son mariage avec Kevin. Comme Kevin était très souvent absent, personne ne me voyait partir en vrille. Personne, hormis tous les paparazzi des États-Unis. What do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes? Yeah. It's okay. I would like for them to leave me alone. Mais qu'elle a trouvé du réconfort en créant le disque Blackout. Durant l'enregistrement de Blackout, je goûtais un vrai sentiment de liberté. Les producteurs étaient géniaux. Ils me laissaient une grande marge de manœuvre et je dois dire que je m'éclatais. Ça s'est senti, hein. Moi j'ai trouvé cet album juste génial. Alors là, Kevin a décroché un contrat. Je ne l'ai pratiquement plus revu. Il faut croire qu'il était devenu beaucoup trop bien pour s'abaisser à me parler. Il criait sur tous les toits qu'être père était le rôle de sa vie, ce qu'il préférait au monde. On n'aurait pas cru. La triste vérité, c'est qu'il n'était pas souvent là. Bon alors là elle dit que son équipe lui a conseillé de demander le divorce parce que c'est ce qui lui pendait au nez, donc elle s'épargne l'humiliation et qu'elle devance Kevin quoi, parce que apparemment c'est lui qui allait l'acheter tôt ou tard, donc il valait mieux que ce soit elle qui prenne les devants. Bon bah c'est ce qu'elle a fait. Elle a entamé la procédure de divorce en novembre 2006 alors que Jaden n'avait même pas 2 mois. Quand j'y repense, il est clair que Justin et Kevin ont tous les deux joué finement. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient et je me suis fait avoir. Elle dit qu'en fait ils avaient compris les codes du showbiz et pas elle. J'étais jeune, donc j'ai commis pas mal d'erreurs, mais j'insiste, je n'étais pas une manipulatrice, j'étais tout simplement bête. Bon, elle parle de Paris Hilton qui était adorable, elle parle aussi de la fameuse soirée avec Lindsay Lohan et Paris, alors que c'était juste une petite sortie, il fallait pas trop non plus en faire tout un plat. Et elle dit qu'elle a commencé à prendre de l'Adderall à cette époque-là. C'était le seul antidépresseur qui semblait fonctionner pour moi et j'avais vraiment besoin d'en prendre. Elle dit qu'un soir donc elle est sortie tout seule, elle avait donc laissé ses enfants à sa mère et quand elle est rentrée un peu éméchée, sa mère l'a engueulée comme du
du poisson pourri. J'ai compris que je n'avais plus le droit de m'amuser. Ma mère m'a toujours laissé entendre que mon comportement était inacceptable ou que j'étais coupable de quelque chose, moi qui ai travaillé si dur pour réussir. Mes parents m'ont toujours considérée comme une ratée. Cette dispute a marqué un tournant dans ma relation avec ma mère. Je n'ai jamais réussi à faire en sorte qu'on se rabiboche. J'avais beau avoir un nombre incalculable de fans dans le monde, aux yeux de mes parents, je ne valais rien. Bon, elle parle de Kevin, qui a essayé de convaincre tout le monde qu'elle était hors de contrôle et qu'on ne devrait pas lui confier les enfants. Donc là, elle dit qu'elle avait plus ses fils. Elle est allée supplier Kevin. Les paparazzis ont assisté à la scène et elle s'est dit ok, je vais leur en donner pour leur argent. Et c'est là qu'elle s'est rasé la tête. Personne ne semblait comprendre que j'étais folle de chagrin parce qu'on m'avait pris mes enfants. Me raser la tête était un moyen de hurler à la terre entière, allez vous faire voir. Ma seule obsession, c'était de voir mes garçons. Alors Lynn raconte que la veille que Britney se soit rasé la tête, elle avait passé 24 heures dans un centre de désintox. Mais que manifestement, ça n'avait pas marché. Et le coup du parapluie, c'était quelques jours après. Elle a été avec sa cousine pour aller chez Kevin. On lui a refusé l'accès chez Kevin, donc elle pouvait pas voir ses fils. Du coup, elle est repartie avec sa cousine. Les paparazzis sur les talons, bien sûr. Et quand la scène du parapluie s'est produite, elle était avec sa cousine à l'arrêt pour savoir ce qu'elles allaient faire. Et là, les paparazzis sont venus la harceler et c'était pas le moment, quoi. Là, elle était en colère, elle voyait pas ses fils, elle savait plus quoi faire. Elle était en train de réfléchir à un plan avec sa cousine. Bon, la mayonnaise est montée, donc elle a pris le premier truc qu'elle avait sous la main, un parapluie. Elle a tapé sur la voiture du paparazzi et voilà. Après, ça a fait le tour du monde. Mais c'est juste que c'était pas le moment, quoi. Là, elle vivait une crise familiale. Moi, je comprends. Je pense que j'aurais fait pire. Mais bon, bref. Don't, guys, please, please, guys, don't do this. No. C'était consternant, un parapluie, comme si ça servait à quelque chose. Ce n'était que le réflexe désespéré d'une personne brisée, rien de plus. Alors après, elle a dit qu'on lui avait parlé d'une cure et que ce serait bien pour qu'elle récupère la garde de ses enfants. Donc elle a accepté d'y aller. À mon arrivée, je suis tombée sur mon père. Il s'est assis en face de moi. Nous étions séparés par 3 tables de pique-nique. Il s'est contenté de lâcher. C'est honteux ce que tu fais. Alors Lynn, de son côté, elle en parle de cet épisode que oui, en effet, ça faisait quelque temps qu'elle avait entendu parler du centre Promises, que Britney ne voulait pas y aller, qu'elle estimait qu'on voulait la forcer à y aller, mais que finalement elle a accepté, elle y est restée 1 mois. Pendant ce temps-là, Lynn, elle s'est occupée des enfants. Enfin, en tout cas, elle a aidé Kevin à s'occuper des garçons. Alors là, c'est quand même choquant ce qu'elle sort, la mère. Kevin, pendant ce temps, faisait tous les bons choix. Il était calme, un papa aimant, ferme dans son comportement. Britney m'a accusé d'avoir pris le côté de Kevin et de l'avoir laissé prendre les garçons pendant qu'elle était à Promises. Mais elle ne comprenait pas que légalement, je n'avais aucun pouvoir. Si j'avais pu, j'aurais pris les garçons et je les aurais ramenés avec moi à la maison en Louisiane. Donc elle dit qu'elle est sortie après 1 mois et qu'elle a pu voir tout de suite que ça n'avait rien changé, qu'ils n'avaient pas apporté les soins dont Britney avait besoin. Donc on parle pas de la consternation des parents là-dedans. Britney, oui. Why did you send her to Promises, that rehab center? Sometimes, if you, like I said, don't run from your problems, you need to stop. You need to stop what you're doing and think. What was she doing? Was she doing drugs and alcohol, do you think? I don't know. Did it help? I think it put a Band-Aid on the problem. Kevin Federline. Do you like him? I do like Kevin. Really? Yeah. I think he's tried to make everything good for the boys. Bon, ensuite, Britney raconte qu'en sortant de ce centre, elle a réussi, grâce à un avocat, à obtenir une garde partagée. Et elle en arrive donc à cette fameuse soirée des MTV Music Awards, où elle a chanté Gimme More. C'était un fiasco. Elle se sentait mal, elle n'avait pas suffisamment répété, son look lui faisait horreur, et elle savait qu'elle courait la catastrophe. En plus, elle a croisé Justin dans les coulisses, ça on le savait pas. Tout allait très bien pour lui, il était au top sur tous les plans, et il avait une classe inouïe, alors que moi je me sentais mal. Comble de malchance, je passais l'un des pires moments de mon existence, à l'endroit même où mon ex savourait l'un des plus beaux jours de sa vie. Il flirtait avec les filles du public, l'une d'elles n'a pas hésité à agiter ses seins, tandis qu'il chantait en la regardant droit dans les yeux. Alors après, elle dit que plus tard dans la soirée, il y a une comédienne qui a fait un commentaire horrible sur ses enfants à Britney en disant qu'ils étaient les plus adorables erreurs de jeunesse que l'on ait jamais vues. C'est horrible. J'ai raté ce passage parce que j'étais en coulisses et que je n'arrêtais pas de pleurer. Alors il y a une rumeur sur cet événement en disant qu'il a été volontairement saboté par l'équipe de Britney. On voit à la répétition que Britney n'a pas les mêmes cheveux.
Elle n'est pas coiffée pareil. Donc il y a eu effectivement une équipe de coiffeurs-maquilleurs qui sont venus la préparer pour le show final, quoi. Ils ont fait n'importe quoi avec ses cheveux. La tenue, c'était pas franchement ce qui était prévu et ça la mettait pas du tout en valeur. Donc apparemment, je ne sais pas par qui, aurait été orchestrée cette opération de sabotage afin de faire passer Britney pour plus bactère, en fait, voilà, au bout de sa vie, pour peut-être justifier une éventuelle future tutelle. Donc, qui aurait pu être derrière tout ça? Jamie Spears, le père de Britney, ou Lou Taylor? On va en reparler d'elle, le dragon, souvenez-vous. Et là, elle arrive donc à l'incident où on est venu l'attacher sur une civière. Alors, ce jour-là, donc, elle avait les enfants. Le garde du corps de Kevin venait les récupérer. Donc, on était en janvier 2008. Garde du corps qui bossait autrefois pour elle, hein, au passage. Bon, maintenant il est avec Kevin. Donc il installe Preston dans le siège auto et il vient pour chercher Jayden, et là Britney a eu un flip. Elle a eu peur parce qu'elle dit que vu l'évolution de son dossier pour la garde, ça s'annonçait pas très bien. Donc elle avait peur de plus les revoir. Donc elle s'est précipitée vers la salle de bain avec Jayden. Elle s'est enfermée. De l'autre côté de la porte, une amie m'a dit que le garde du corps patienterait. Elle a pas eu le temps de souffler que des membres du SWAT ont défoncé la porte de la salle de bain. On m'a pris Jayden des mains, on m'a attaché à un brancard et on m'a conduite à l'hôpital. L'hôpital m'a laissé rentrer chez moi avant la fin des 72 heures d'observation, mais le mal était fait. Je n'ai pas été aidée par les paparazzis qui sont encore plus acharnés contre moi. Personne ne m'a soutenue, même ma famille semblait se désintéresser de ma situation. J'ai appris par la presse à scandale que ma sœur de 16 ans était enceinte. Ma famille n'a pas jugé bon de m'en informer. Là, c'est intéressant par contre, il y a quelque chose qui n'est pas du tout mentionné dans le livre de Britney et qui m'a pas mal choquée. Elle ne parle pas du tout de Sam Lufty. C'était son manager à cette époque-là, donc elle avait dégagé effectivement tous les autres, mais il y avait Sam Lufty, un manager assez douteux, qui a également voulu manager Amanda Bynes, entre autres. Lynn en parle beaucoup de cet homme, et je trouve ça dingue en fait que Britney n'en ait pas parlé, parce que là justement, cet épisode il est très important. Lynn en parle. Elle dit que ce type-là, Sam Lufty, l'a approché une première fois en l'appelant, en disant qu'il y avait des substances illicites qui étaient cachées chez Britney. Lynn est donc venue. Elle a fouillé partout la maison. Elle a rien trouvé. Et le type, il l'a rappelé quelques mois plus tard. Elle lui a dit « Ouais, c'est vous qui m'avez donné cette info et tout, mais c'était faux. » Il lui dit « Oui, et non, c'est juste que vous n'avez pas cherché au bon endroit. » Bref, après, il a commencé à vouloir lui proposer un contrat pour travailler avec des bijoux, et elle a senti que le mec était pas clean du tout. Donc, elle a pris un rendez-vous avec lui. Le type s'est pointé avec 2 avocats et elle a vu que c'était une grosse brêle, ce type-là. Et elle a appris donc peu de temps après que Sam était rentré en contact avec Ali, l'assistante de Britney, et qui s'était donc infiltré dans la vie de sa fille. Alors là, elle dit que ça a été une horreur. Le type, il a complètement pris le contrôle sur la vie de Britney. Elle lui a fait une confiance aveugle au moment où elle était la plus vulnérable. Donc elle le qualifie de prédateur. En un mois, Sam avait complètement pris le contrôle de sa vie. Il s'était proclamé comme ami, manager, coach de vie. Tout le monde devait se référer à lui. Et quand elle lui demandait « je veux voir ma fille », parce qu'elle pouvait passer que par lui, il lui disait « oui, attends encore un peu, je lui parle de toi, on y travaille, elle n'est pas encore prête ». Après, il a fini par l'appeler pour lui dire que Britney était prête à se réconcilier. Elle est venue. Elle a pu voir sa fille, mais 3 mois plus tard, il y a Sam qui l'appelle en pleurant, en disant que Britney elle s'est enfermée avec les enfants et que voilà, tout le monde a débarqué et qu'ils l'ont conduite à l'hôpital. Donc la fameuse crise là. Donc elle a dit qu'elle était effrayée, elle a appelé Jamie et Brian, mais ils étaient plus en mode oh, t'inquiète pas, ça va passer, ça se trouve c'est pas si grave que ça. Et pourquoi Lynn n'a pas débarqué tout de suite quand Sam l'a appelée? Parce qu'elle avait Jamie Lynn qui était à la maison, qui était enceinte. Donc là elle a dit qu'elle avait un peu le popotin entre 2 chaises. Il y avait elle qui avait besoin d'elle, sa fille aussi, donc là ça avait pas trop comment gérer tout ça, mais elle a pris des nouvelles de sa fille, pas par elle, mais par un garde du corps qui lui disait bon là ça va, les petits ça va, ils sont avec leur père, Britney elle va sortir là dans quelques heures, ça va. Donc elle a attendu, mais quand ils ont vu toutes les images à la télé, elle, son fils Brian et son ex-mari Jamie, là ils ont dit non il y a un truc qui va pas du tout. Et c'est justement à ce moment-là qu'ils ont commencé, donc Lynn Spears, Jamie Spears et Lou Taylor, à monter un dossier pour avoir Britney
sous tutelle. Donc d'après ce qu'on comprend, d'après Lynn, ils ont voulu mettre en place cette tutelle pour arracher Britney des griffes de Sam Lutfi, parce que c'est lui qui avait contrôle sur tout et qui la traitait comme un déchet, comme une moins que rien, et que ça partait super loin quoi. Donc elle est allée le voir, elle est allée chez sa fille, elle voulait voir sa fille, donc elle y est allée avec une amie et avec Jamie Spears. Alors Sam les a laissés rentrer et elle dit que quand ils sont rentrés dans la maison, Jamie a dit bon tu t'en vas maintenant, on est sa famille, c'est nous qui restons là. D'ailleurs où est ma fille, où est ma fille, il l'a cherché partout, il l'a menacée, il dit t'as intérêt à pas avoir fait du mal à ma fille, mais Sam a fait venir la sécurité pour faire sortir le père. Il a accepté sans faire d'histoire parce qu'il voulait revoir sa fille et il pensait que Lynn pouvait peut-être mieux gérer avec Sam parce qu'il n'avait pas peur d'elle, hein. Il avait peur de Jamie, mais pas de Lynn. Bon, finalement, Britney est revenue, elle était donc avec Adnan, son petit ami photographe, enfin paparazzi. Et pourquoi donc Britney était partie? Selon elle, hein, selon Lynn, Sam avait dit à Britney qu'elle devait fuir parce que ses parents prévoyaient de faire une intervention, donc pour la faire enfermer. C'était pas du tout ce qui était prévu, juste ils voulaient la voir. Sam a voulu dégager Adnan, il a dit non, parce qu'apparemment Sam ne supportait pas Adnan. Et c'est d'ailleurs Adnan qui a dit à Lynn que Sam avait pris tous les portables de Britney en lui disant que il les avait perdus. Il avait aussi caché le chien de Britney. Elle l'avait cherché partout en pleurant et finalement Sam est arrivé en mode c'est bon, je l'ai retrouvé, pour se faire passer pour son sauveur. Il avait même dit à Britney qu'Adnan était gay. Enfin tout pour que le paparazzi dégage, parce que apparemment le paparazzi n'était pas si méchant malgré ce que tout le monde avait pu dire. Et même Lynn, hein, elle dit que c'était un cœur ce type-là, qu'il avait vraiment l'air de tenir à sa fille et qu'il aura tout balancé quand il les a vus quoi, que Sam il était dangereux, qui donnait des pilules à Britney, c'est pour ça qu'elle était pas bien. Et Britney en parle, hein. Elle dit qu'elle était vraiment amoureuse de ce type-là, mais que bizarrement après, dès que ses parents ont pris le contrôle, elle l'a plus revu. Lynn ne parle pas de ça. Là, d'après ce qu'elle dit, c'était un cœur ce type-là, quoi. Donc il n'y avait pas de souci avec lui. Donc effectivement, on apprend que Sam droguait Britney. Elle l'a vu de ses yeux, la mère. Et dans la même soirée, Britney réclamait avoir ses enfants et Sam lui disait prends les pilules et tu pourras les voir. La soirée qu'a passé sa mère dans la maison, elle dit que c'était horrifique. Il donnait un verre de vin à Britney, elle le posait discrètement dans un coin et elle prenait le verre de sa mère. Donc Britney était quand même consciente qu'il y avait un problème avec Sam, mais vu qu'il lui filait des pilules, elle n'avait plus le contrôle de rien du tout. En fait, c'est ce type-là qui contrôlait tout. Donc 2 jours et demi plus tard, Lynn et Jamie ont eu un rendez-vous avec la cour pour justement cette histoire de tutelle. Et c'est donc comme ça que Lynn, Jamie et Lou Taylor ont donc fini par obtenir, donc dans les jours qui ont suivi, hein, non seulement une injonction d'éloignement contre Sam, mais aussi la tutelle de Britney, donc en montrant en fait tout ce qu'ils avaient vu, comment ça se passait. Donc ça c'est la version de Lynn. Britney n'en parle pas du tout. Elle parle de son photographe, qu'elle était très amoureuse de lui, etc. J'avais le sentiment que ma relation avec le photographe devenait plus sérieuse. Même ma famille avait l'air de vouloir se rapprocher de moi, mais d'une façon qui me mettait mal à l'aise. Et là, elle parle de la fameuse intervention. Mon père avait loué des liens très étroits avec Louise, Lou Taylor, qu'il vénérait. Elle avait joué un rôle central dans la mise en place de la tutelle qui leur permettrait par la suite de prendre le pouvoir sur ma carrière. Donc là, elle parle de tout ce que je vous avais raconté, hein, que Lou dirigeait donc Tristar. Donc là, elle a découvert que son père touchait un salaire supérieur à celui qui lui versait. Il a réussi à mettre en place 2 formes différentes de tutelle. La mise sous tutelle de la personne et la mise sous tutelle des biens. J'avais souvent eu besoin de l'aide de mon père au cours des années précédentes. En vain. Il était aux abonnés absents. Quand l'heure est venue pour lui d'assumer la tutelle, il était soudain disponible. Il n'y a que l'argent qui compte pour lui. On ne peut pas dire que ma mère relevait beaucoup le niveau. Alors que ma vie s'écoulait, ma mère s'est mise à écrire ses mémoires. Elle en parle. J'avais soi-disant été la plus joyeuse de ses enfants. Pourtant, quand je faisais un pas de travers, c'était le cadet de ses soucis. Le cauchemar que je vivais lui rapportait gros. D'accord, j'étais complètement écervelée, mais je n'étais pas aussi méchante qu'elle le prétendait. Or, elle a réussi à m'en persuader à un moment où j'étais vraiment vulnérable. Alors là, je suis pas d'accord avec elle par contre. Ne vous me prenez pas. Lynn Spears m'a pas retourné le cerveau, mais j'ai vraiment essayé de me mettre à la place des deux. Quand je lisais les livres, je ne pense vraiment pas que Lynn Spears, avec tout ce qu'elle raconte, parce qu'elle parle pas que de Britney, hein, j'ai vraiment l'impression que Lynn Spears a fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait en fonction de ce qu'elle a vu, c'est-à-dire pas grand-chose finalement. Et je pense que de son côté, Britney est vraiment tombée dans une spirale qui lui a monté la tête sur beaucoup de choses. Je dis juste ce que je pense, c'est donc une hypothèse. Je pense que Britney n'a pas eu le soutien de sa famille comme elle l'aurait voulu. Et je pense que du coup, elle était en colère
et qu'elle a encore plus repoussé ses proches et que le jour où ils lui ont plus vraiment laissé le choix, ça lui a pas plu. Voilà, moi c'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Là, le livre de Lynn, comme je vous dis, il s'arrête à la mise sous tutelle. Donc pour eux, c'était une bénédiction qu'ils arrivent enfin à placer Britney sous tutelle. Mais encore une fois, la raison de Lynn tient debout. C'était à cause de Sam Lutfi. Je trouve ça quand même dingue que Britney n'en parle pas du tout dans ce livre. Or, Sam Lutfi, c'est pas un fantôme, il n'est pas inventé par Lynn. Hein. On l'a vu. J'ai vu des photos, des vidéos de paparazzi où elle est avec lui. On la voit même s'embrouiller avec lui à un moment donné en voiture. About them right now. I want to drive a car. Are you going to get out? Oh my God, would you please get out of the way? No, I'm scared you're going to drive off without me. Now get out, get a passenger seat, get out of the car, get out, get out, get out. Thank you. And you're going to sit right here. Sit down. Thank you. Drive my car, that's what I got to do. Ce gars-là, personne ne l'a jamais senti et je trouve très étrange que Britney n'en parle pas. Bref, continuons hein, parce que de toute façon on arrive bientôt vers la fin. Bon, Alprey a dit que son père l'a éloignée de son petit copain, donc Adnan. Elle pouvait plus conduire. Bon, par la suite, Britney aborde le fait que la tutelle, bon, elle la comprenait pas trop, elle devait être temporaire. Lynn le confirme, hein. C'était une tutelle qui devait être temporaire, ça devait durer genre 2 mois, un truc comme ça. J'imagine le temps de remettre les affaires de Britney en place. Donc elle, bah pareil, hein, les questions qu'on se posait tous, hein. Comment une fille qui est jugée démente, parce que c'est ce qui avait été écrit dans les papiers pour justifier la tutelle, comment une fille atteinte de démence peut jouer dans How I Met Your Mother, sortir des disques, etc. Donc après, elle raconte tout le cauchemar qu'elle a vécu. Do you feel out of control in your life? No, I don't feel like it's out of control. I think it's too in control. There's no excitement. There's no passion. There's no, like, it's just like Groundhog Day every day. Si quelqu'un voulait sortir avec elle, tout le monde enquêtait sur leur passé. Elle parle aussi qu'on y a mis un avocat commis d'office hein, qui servait à rien, hein, donc Sam Ingan. Il touchait $500 000 par an. Donc bien sûr qu'elle n'allait pas dire à Britney qu'elle pouvait changer d'avocat, parce qu'elle avait le droit. On lui a pas dit. Donc voilà aussi pourquoi la tutelle a duré aussi longtemps. Hein. Beaucoup d'infos ont été cachées à Britney sur ce qu'elle avait le droit de faire ou pas. Ma situation étant sans issue, j'ai préféré capituler et me suis mis en mode pilotage automatique. Je me suis dit que si je jouais le jeu, il me laisserait partir. Forcément, j'ai donc joué le jeu. Qu'elle a enduré tout ça pour ses enfants. Elle a fait la tournée Circus qui a rapporté $130 millions, dont 5% sont revenus à Tristar, Lou Taylor. Après, elle parle de Jason Travick. Alors, elle dit qu'elle l'a aimé. Il étudiait tout à la loupe, maîtrisait toutes les situations et ça virait à l'obsession. Je n'étais plus amoureuse de lui. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais je comprends aujourd'hui que de le voir associé à l'organisation qui contrôlait ma vie y était pour quelque chose. On le savait tous, hein, que Jason avait un rôle dans la tutelle et forcément ça pouvait pas bien se passer. Elle évoque aussi The X Factor. Elle a détesté faire cette émission. Après, elle dit qu'elle a fait des crises d'adolescence. Elle se rebellait quand elle en avait marre et que c'est là qu'elle a commencé à régresser et qu'ils ont signé l'arrêt de mort de sa créativité artistique. Elle n'avait plus son mot à dire en fait sur ce qu'elle chantait, sur ce qu'elle faisait, sur tout. Bon, après, elle parle de la résidence à Las Vegas. Elle n'avait pas trop envie de la faire, mais elle n'a pas eu trop le choix. Et là, elle a rencontré Charlie. Alors Charlie, c'est un type, on l'a vu avec elle pas très longtemps. Lui, il était très porté sur la nourriture et lui a fait prendre des compléments alimentaires. Elle se sentait beaucoup mieux avec ça. Elle était plus énergique sur scène, mais que ça n'a pas plu à son père. Il s'est imaginé qu'elle était devenue accro à ses compléments, donc il l'a sommé d'arrêter, mais il l'a aussi envoyé en cure de désintox. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'étais choquée, mais du coup, après avoir lu le livre de Lynn Spears, je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que le père a pas plutôt tout compris de travers? Attention, je sais que là, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être l'avocat du diable. Je ne défends pas du tout Jamie Spears, mais vu ce qu'ils ont vu avec le Sam là, le Lutfi, qu'il a empoisonné leur fille, hein, concrètement. Est-ce que le père a pas pensé que le Charlie faisait pareil? Genre des compléments alimentaires, mais qui en fait étaient des trucs beaucoup plus toxiques pour Britney. Je pense que le père a eu peur. Je pense, hein, ce n'est que mon avis. Elle parle après du régime drastique que son père lui a fait suivre, alors qu'elle n'avait pas le droit de manger des hamburgers ou quoi, c'était que du poulet et des légumes. La salle de sport, des horaires de dingue. Son père qui lui répète tout le temps qu'elle est laide, qu'elle est grosse. Ça, c'est sympa. Après, elle parle du fait qu'elle a donné des cours de danse aux enfants et elle avait adoré ça. C'est vrai qu'elle a beaucoup partagé des vidéos de
de ça à l'époque sur son compte Instagram. Après, elle parle de sa rencontre avec Sam Asghari sur le tournage de Slumber Party. Et elle parle donc après du fait que sur scène, elle se réfrénait pour se venger de ses bourreaux. Je punissais tout le monde, y compris mes fans les plus fidèles, y compris moi. Alors effectivement, c'est vrai que sur scène à Vegas, elle n'était pas très motivée. C'est vrai que des fois, il y a eu des regains d'énergie, certainement donc quand il y avait Charlie dans le décor. Mais après, c'était pas trop ça, on peut pas se mentir. J'exécutais les pas, je chantais les notes, mais je n'y mettais aucun cœur. On l'a tous vu, c'est vrai. Sous tutelle, je ne pouvais pas être une femme du tout. Elle a été submergée de rendez-vous médicaux, qu'elle en avait une 12aine par semaine, mais que son père l'a pas autorisée à prendre rendez-vous pour lui retirer le stérilet quand elle a voulu avoir un enfant avec Sam. Bon, ça, elle l'avait dit à l'audience, on le savait. Beaucoup de gens affirment que cette mise sous tutelle m'a sauvé la vie. C'est faux. Tout dépend de quel point de vue on se place. Ma musique, c'est toute ma vie et la tutelle lui a été fatale. On avait réduit mon âme en miettes. Elle avait voulu remixer des musiques. Son père avait dit non. Elle a dit ouais, mais le show devient un peu redondant, quoi. Non, il a rien voulu changer du tout. Alors, elle parle aussi de la fameuse fois où elle a vu sa sœur chanter un remix de sa propre chanson Till the World Ends. Et là, elle a halluciné parce que elle a demandé à faire de nouveaux arrangements, on lui refusait, alors que là, sa sœur plus 2 autres nanas avaient eu le droit d'aller sur scène en remixant ses chansons et elle non. Comment ça? Et c'est là donc qu'on arrive au moment où on annonce la nouvelle résidence à Las Vegas. Il y a Mario Lopez qui est là pour interviewer Britney Spears. Elle sort du sol, elle se met à marcher, elle fait coucou aux fans, mais au lieu de s'arrêter pour l'interview, elle part sous le regard de tout le monde, les caméras, etc. Bon, on a compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas à ce moment-là. Mais pourquoi c'est parti en cacahuète? Il y avait un mouvement sur une chorégraphie qu'elle ne voulait pas faire parce que là, elle estimait qu'elle vieillissait, son corps était moins à l'aise avec certains mouvements. Et alors là, ça a été la catastrophe. Tout le monde est sorti de la pièce et là, ça a été la débandade. Le lendemain, il y a son thérapeute qui lui a dit qu'ils avaient trouvé des compléments énergétiques dans son sac et que c'était pas bien. Ça se trouve, elle prenait encore bien pire dans leur dos. Et qu'en plus, les répétitions s'étaient mal passées. L'excuse parfaite pour la renvoyer en cure. Elle a accepté parce qu'il y a encore eu du chantage par rapport aux enfants, etc. Une fois sur place, je n'ai plus le droit de repartir, même si je n'arrêtais pas de supplier le personnel. Je suis restée enfermée contre mon gré pendant des mois. On la surveillait quand elle regardait la télé dans son lit de 20h à 21h. On l'observait quand elle se changeait. Les psys l'interrogeaient pendant des heures, 7 jours par semaine. L'hôpital lui a retiré son Prozac alors qu'elle en prenait depuis des années. Ils l'ont mise sous lithium. Ça ne l'a pas du tout arrangé. En même temps, le lithium, c'est chaud. On lui pompait du sang, des quantités astronomique tout le temps. Si en me plaçant là-bas, l'idée était de me soigner, c'était raté. J'étais la star de mon propre film d'horreur. Je n'ai plus peur de rien. Sincèrement, plus rien ne m'effraie. Ça me fait penser justement à l'interview qu'elle a fait avec Ellen DeGeneres, où il y a le clown là qui sort et où Britney elle réagit pas du tout. Alors que ça fait flipper toutes les stars qui sont venues. Elle a aucune réaction. J'ai même cru que c'était un montage, mais apparemment non. Elle a vraiment pas du tout réagi. Bah, on comprend mieux. Si je m'agitais, c'était la preuve que mon état ne s'améliorait pas. Si je m'énervais et que je m'exprimais, alors j'étais timbrée et hors de contrôle. Ça fait limite penser au projet Mikado, en fait, ce qu'on lui a fait. Projet Mikado, vous voyez de quoi je parle? Je peux pas dire le mot, sinon la vidéo saute, mais le projet où on fait des lavages de cerveau aux gens, là. Je sais, je deviens un peu complotiste, mais franchement, ça y ressemble grandement, je trouve. Donc elle raconte que c'est encore pendant cette cure qu'elle a découvert le mouvement Free Britney et qu'elle était soulagée de voir qu'enfin des gens s'intéressaient vraiment à elle et que les fans avaient vraiment compris que quelque chose n'allait pas. Vers la fin, lors des audiences au tribunal, voir des personnes prendre mon parti a beaucoup compté pour moi. Mais au début, ça m'a touché au cœur, d'autant plus que je n'allais pas bien du tout. Mes amis et mes fans ont senti ce qui se passait et ils ont remué ciel et terre pour moi. J'aimerais leur rendre au centuple. Si vous m'avez défendu quand je ne pouvais pas le faire moi-même, merci du fond du cœur. Bon, après, elle dit qu'elle est rentrée chez elle, elle a retrouvé ses enfants, ses chiens, elle était très contente. Toute la famille a débarqué. Sa sœur, elle lui sortait des projets lunaires. Ce serait bien qu'elle fasse une télé-réalité, des émissions, etc. Bon, on voit que Jamie Lynn, c'est son truc, vu tout ce qu'elle a enchaîné dernièrement, et qu'elle a trouvé ça complètement dingue, qu'elle lui propose ça alors qu'elle était au 36e dessous, quoi, que ça allait pas du tout. Et là, après, c'est intéressant ce qu'elle raconte. Pour que je puisse retrouver ma liberté, les gens devaient comprendre que j'étais toujours une personne bien réelle. C'était la première étape, et je savais pouvoir y arriver en partageant davantage ma vie sur les réseaux sociaux. Même si certains trouvaient ça bizarre, je m'en fichais. Quand on a été sexualisé toute sa vie, ça fait du bien d'avoir le contrôle absolu à la fois sur sa garde-robe et sur l'appareil photo. Bon, c'est un petit peu ce qu'on avait compris, que voilà, Instagram c'était un peu un exutoire pour elle. J'aimais mieux passer pour
folle et faire ce que je voulais plutôt qu'être un bon petit soldat et devoir me censurer. Le 22 juin 2021, elle a appelé la police pour signaler la tutelle abusive de son père. C'est là qu'elle a appris que sa sœur allait sortir un livre et c'est là aussi où il y a beaucoup de documentaires sur elle qui sont sortis et que ça la mettait assez mal à l'aise parce qu'en fait tout le monde avait voix au chapitre quoi. Tout le monde parlait sauf elle n'avait pas le droit de parler. Et là donc elle parle du fameux 23 juin 2021 où elle a enfin pu s'exprimer au tribunal et que ça a été comme une libération. Elle était avec son mari, il lui tenait la main, enfin son ex-mari bientôt, Sam. On a tous entendu, je pense, tout ce qu'elle a raconté au juge. J'ai éprouvé un immense soulagement, comme si au bout de 13 ans, quelqu'un m'avait enfin écouté. On me traitait comme une criminelle et ils ont voulu me laisser croire que c'était mérité. Ils ont fait en sorte que je perde ma confiance en moi et que j'oublie ce que je valais. Le jour où la tutelle a pris fin, j'étais en proie de multiples émotions. Le choc, le soulagement, l'euphorie, la tristesse et la joie. Je me sentais trahie par mon père et hélas aussi par le reste de ma famille. Moi, elle parle de la fausse couche qu'elle a fait avec Sam et de son retour en force. Je vous ai donc lu quelques extraits, ça valait mieux que ce soit avec ses propres mots. Et alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, Justin s'est pris un backlash incroyable. Il y a même Lance Bass, son ex-collègue des NSYNC, qui est venu à la rescousse sur les réseaux en demandant aux gens de pardonner à Justin. D'ailleurs, Timbaland aussi, là, qu'est-ce qu'il a besoin de parler, lui? Il a été raconté à un podcast ou une radio, là, je ne sais plus, que Justin aurait dû mettre une muselière à Britney. Oh, il s'est fait détruire sur les réseaux, donc il a dû présenter ses excuses. C'est récent là, tout ça c'était juste après la sortie du livre de Britney. Et là plus récemment, il y a Jamie Lynn Spears qui est en train de faire, enfin non, elle est déjà sortie au bout de 3 jours, une télé-réalité en mode Survivor où là elle parle de sa sœur. Elle dit que oui, il y a eu des soucis comme dans toutes les familles, mais qu'elles se parlent, qu'elles s'aiment beaucoup. If somebody said anything about it, I was ready to go. I was like, don't talk about my sister, she's the best. No, she's a good big sister, she is. Britney Spears a fêté donc son anniversaire avec son grand frère Brian et sa mère Lynn. Elles se prennent dans les bras, tout ça, franchement ça fait plaisir à voir. Mais je crois que Jamie Lynn était également invitée mais n'a pas pu venir. Alors je ne sais pas si c'est à cause de cette émission ou voilà, bref, il y a eu quelque chose. Apparemment la petite sœur était également invitée. Maintenant concernant le père, Jamie, ça va très mal pour lui. Il a eu pas mal d'infections à la jambe et ça a continué à empirer. Du coup, on a dû l'amputer de la jambe. Et là, on a un peu de son de cloche dans les médias. Certains disent que Britney, à cause de ça, elle va revenir vers son père, qu'elle va lui pardonner, etc. D'autres disent non. C'est pas parce que son père est amputé que ça change quoi que ce soit à la situation, quoi. Donc Britney, son père, non. Sa sœur et sa mère, c'est une chose. Mon grand frère, il a jamais vraiment trop été dans les problèmes apparemment. Donc voilà, le frère, il était pas dans les dramas, quoi, on va dire. Le père, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Il est en sursis, le père. Je pense qu'il en a plus pour longtemps. Sa santé s'est énormément dégradée depuis quelques temps. Il y a encore des audiences qui sont prévues au tribunal par rapport à toute l'histoire Britney, Jamie Spears et tout. Donc je vous tiendrai au courant. Mais en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Alors je sais que beaucoup disaient sur les réseaux, ça pullule, que c'est pas elle qui a écrit le livre. C'est pas Britney qui a écrit son livre. Et certains s'appuient même sur le fait que ça n'est même pas elle qui fait la version audio. Alors en effet, c'est Michelle Williams, l'actrice qu'on entend pour la version audio. Donc le livre, c'est pas elle, c'est encore une boîte qui gère Britney dans l'ombre. Je vous cache pas que les théories du complot autour de Britney, moi perso, ça commence à me fatiguer parce que là, pareil, il y a encore eu donc les posts de Britney avec sa mère où elle est à moitié endormie sur sa mère, elle a des lunettes de soleil. Les gens disent elle est droguée. Je pense qu'il faut arrêter. Le truc de c'est pas elle, c'est un sosie parce que maintenant elle a un écart entre les dents qu'avant elle avait pas. Ça peut aussi très bien s'expliquer par le fait qu'elle a peut-être retiré, vous savez, l'élastique qu'on a derrière là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un élastique en espèce de tenseur pour resserrer les dents. Si Britney l'a enlevé par exemple, les dents peuvent bouger à nouveau. En tout cas voilà, ça pourrait expliquer. Je vois pas où nous mènerait en fait toutes ces théories sur le fait que Britney soit morte et qu'elle a été remplacée. Je vois pas où mèneraient les théories de dire que ce livre là, ça ne vient pas d'elle, alors que tout ce qu'elle dénonce là-dedans par rapport à Lou Taylor, c'est vrai, elle le dit bien que c'est Lou Taylor qui est derrière la tutelle, c'est Lou Taylor qui lui a pompé du fric et c'est peut-être même Lou Taylor qui a retourné le cerveau du père. La conclusion, je pense qu'il faut arrêter, là je parle pour ceux qui disent ouais mais vous avez vu avec votre mouvement Free
pris Britney. Voilà le résultat. Personne ne méritait ce qu'elle a vécu. Mais encore une fois, la tutelle pour moi, elle était nécessaire à cette époque-là. Et bien que Britney n'en parle pas, hein, je pense qu'effectivement, les parents ont voulu sortir Britney de l'emprise de Sam Lutfi. Là-dessus, je crois la mère parce que Britney n'en parle pas de ce type. Mais encore une fois, il était bien là. Et c'est pas quelqu'un de bien, ce type-là. Autre chose aussi qui est un peu bizarre, c'est qu'elle a posté récemment un post d'un ex à elle qu'elle n'a pas du tout mentionné dans le livre. C'est David Lucado. Alors, elle a mis un post de lui en disant que c'était l'un de ses ex les plus grands qu'elle ait jamais eu. C'est bizarre qu'elle poste ça. Alors, lui, c'était en 2013, je crois à peu près qu'elle est sortie avec lui. Fait intéressant, c'est un avocat. Et c'est le seul qui a parlé de la tutelle abusive de Britney et qui avait même dit, selon une source, hein, que si un jour il y avait un témoignage nécessaire, il témoignerait pour Britney Spears. Soi-disant, ils se sont séparés parce qu'il l'aurait trompé. Et Jamie avait la preuve en vidéo. C'est bizarre qu'il ait été éjecté comme ça, lui aussi. Donc, je pense qu'on va devoir accepter le fait qu'il y aura des zones d'ombre. Voilà, on pourra pas tout résoudre. En même temps, est-ce qu'on doit tout savoir? Là, franchement, pour moi, on a juste affaire à une famille dysfonctionnelle, comme il en existe des millions sur cette terre. Donc, je pense que en étant sous le feu des projecteurs, ça n'a rien aidé. Concernant le père, je pense qu'il a eu de bonnes intentions. J'ai l'impression qu'il est complètement bipolaire par contre, parce que d'après Britney et d'après Lynn, il pouvait être adorable, comme des fois il pouvait effectivement rabaisser et être dur, pas violent, mais dur. Donc voilà, je pense qu'il a vraiment deux facettes, ce type-là. Mais je pense qu'il était vraiment sincèrement préoccupé par sa fille. Lynn raconte des épisodes où Britney réclamait son père et où il arrivait tout de suite. Elle dit aussi qu'il a voulu casser la figure au Sam Lutfi, hein, parce qu'il voulait voir sa fille, qu'il n'avait pas confiance en ce bonhomme-là. Je pense vraiment que c'est Lou Taylor qui a monté le bourrichon à tout le monde pour cette tutelle, mais je pense qu'après on a perdu Jamie par contre. Après il a viré du côté obscur de la force là. Je veux bien croire quand même Britney. Je pense pas qu'elle ait menti. Lynn, Jamie, ce sont des personnes du Sud. Ce ne sont pas des gens riches de base. Le showbiz, ils ont rien compris. Ils se sont laissés influencer par tous les requins de l'industrie. Je pense qu'on a beaucoup monté le bourrichon à Britney, qu'elle ne sait pas tout. Et je suis du coup maintenant très curieuse de voir ce que ça va donner maintenant qu'elle renoue avec sa famille. Pour l'instant, pas avec le père. Mais j'espère qu'ils vont enfin pouvoir tous mettre tout à plat et que chacun va enfin pouvoir donner sa version et que les pièces du puzzle vont enfin se rassembler. Mais pour autant, hein, je vous dis, il y a quand même des dingueries que le père il a fait que je valide pas. Hein. Mais est-ce que c'est autant le monstre qu'on pense? Voilà, c'est la question que je me pose. J'espère quand même que Britney pourra s'expliquer avec son père avant qu'il meure parce que je pense qu'il en a plus pour longtemps. Je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos impressions, ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez lu le bouquin de la mère, il est en anglais. Est-ce que vous avez lu le bouquin de la sœur? Je l'ai pas lu. Dès que le prix aura un peu baissé, je me procurerai. Son point de vue m'intéresse aussi. Voilà les amis, c'était une grosse vidéo. J'espère que ça va. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à dimanche. Mouah. Bisous, ciao. Like.